Aïcha. Alors, quels sont les titres? L'essentiel de l'actualité, Mansour Faye bloqué une nouvelle fois à l'aéroport international Blaise Diagne. L'ancien ministre a été une fois encore interdit de quitter le territoire sénégalais après l'échec de son départ lundi dernier. Cette fois-ci, il comptait se rendre en Côte d'Ivoire. Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, l'ancien ministre dénonce cette nouvelle entrave à sa liberté de mouvement. En séance plénière ce vendredi, l'Assemblée nationale approuve la commission constitutionnelle ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de Moustapha Diop. Les députés ont aussi adopté à l'unanimité 4 projets de loi stratégiques qui touchent des secteurs clés tels que la réglementation bancaire, la microfinance, la réforme judiciaire et la coopération internationale en matière pénale. Aussi dans l'actualité, le ministre de l'intégration africaine, Yassine Fall, annonce que le retrait du Sénégal de la liste des pays les plus avancés, paiement, risque d'être compromis à cause des scandales financiers décelés par le rapport de la Cour des comptes. Néanmoins, elle rassure quant à l'intégration prochaine du Sénégal. Ce 14 mars marque l'anniversaire de sortie de prison du tandem Sonko-Diomaye. Un an après leur libération, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko restent au cœur de l'histoire politique du Sénégal. Leur mise en liberté était possible grâce à l'adoption d'une loi d'amnistie controversée. Retour sur cet événement dans ce journal. Merci beaucoup Aram. Voilà mes téléspectateurs, c'était tout pour le sommaire. Restez bien avec nous, tout de suite le développement. Merci de votre fidélité et bienvenue dans cette édition. L'ancien ministre Mansour Faye a une nouvelle fois été empêché de voyager ce vendredi depuis l'aéroport international Blaise Diagne alors qu'il s'apprêtait à embarquer pour Abidjan. Cette situation intervient quelques jours après un premier incident similaire survenu lundi dernier lorsqu'il avait été interdit de traverser le cordon policier alors qu'il devait se rendre à Jeddah. Aujourd'hui, j'avais un autre déplacement à effectuer à Abidjan. Donc pour un vol à 16h30, j'ai pris ma carte d'embarquement. Arrivé aussi au niveau du cordon policier, on m'a encore signifié l'interdiction de traverser ce cordon. J'ai posé la question à l'agent de police, chef de brigade, qui m'a dit qu'il a reçu des instructions. Mais là, en tout cas, tout compte fait, je vais saisir le qui de droit pour réclamer mes droits, parce qu'on n'a pas le droit, personne n'a le droit d'interdire à un citoyen de faire ses mouvements. Il n'y a aucun acte qui est posé, il n'y a aucune enquête, comme je le dis tout le temps, je ne fais l'objet d'aucune enquête, encore moins un acte, ou en tout cas une interdiction officielle. Je ne peux même pas le qualifier, c'est de l'arbitraire, c'est de l'injustice, c'est une sorte de dictature, mais ça ne passera pas. De toute façon, ça ne passera pas. La commission constitutionnelle ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop a été approuvée par l'Assemblée nationale. Elle est composée de 11 membres, dont 9 du groupe parlementaire PASTEF les Patriotes, un membre du groupe Taku Walou et un membre représentant les non-inscrits. Mamadou Kanté, Papangom pour plus de détails. Après Farbangom, le député Moustapha Diop devra aussi passer à l'examen d'une commission ad hoc pour essayer d'éviter la mise au vote de la levée de son immunité parlementaire. Le député concerné bénéficie de la présomption d'innocence. Tous ses droits seront respectés scrupuleusement. Sa dignité de député et de citoyen seront respectées. Composée de 11 membres, la commission ad hoc est chargée ainsi d'entendre Moustapha Diop sur la demande formulée par les juges d'instruction des 1er et 5e cabinets du pôle judiciaire financier. Le président de la commission des lois l'invite ainsi à plus de collaboration. Les députés se cachent souvent derrière le principe de se faire assister au point qu'ils ne viennent pas répondre. Je rappelle que les textes obligent le député à venir répondre à la commission. Pour rappel, le député maire de Louga est cité par Tabaskingom dans une affaire de détournement présumé de plus de 700 millions de francs CFA
C'est ainsi que le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a adressé une demande au président de l'Assemblée nationale pour lever l'immunité parlementaire de l'ancien ministre et permettre au pôle judiciaire de pouvoir l'entendre. L'Assemblée nationale autorise le président de la République pour l'adhésion du Sénégal à d'autres moyens de financement différents de ceux traditionnels utilisés jusqu'ici. 4 projets de loi ont été ainsi votés par les députés pour l'adhésion au statut de commerce et de développement de l'Afrique de l'Est et australe, de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque asiatique d'investissement et la ratification de la convention régissant la commission bancaire de l'UEMOA. Mamadou Kanté, Ndeye Fatoua de Papangom. Désormais, le président de la République a plein pouvoir pour l'adhésion du Sénégal à la Banque de commerce et de développement de l'Afrique de l'Est et Australie, à la Banque asiatique de développement, mais aussi à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Il a fallu un courage pour montrer qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à aller chercher des financements ailleurs que pas seulement avec la Banque mondiale et le FMI. Votés à l'Assemblée nationale, ces textes ont néanmoins suscité beaucoup d'interrogations. Est-ce que cette diversification, surtout avec cette banque, n'a ñu andi li ñu dal ci FMI? Donc moi je pense que c'était beaucoup plus important de renforcer la BIDC parce que la Banque des investissements et de développement des pays de la CEDEAO est là. Ils ont aussi fait l'objet de certaines réserves. La réserve, c'est par rapport à notre adhésion à la Banque européenne de reconstruction et du développement. Il faut savoir effectivement, comme vient de le dire notre collègue Tafsir Choy, que cette banque est liée au FMI et à la Banque mondiale. Pour ceux-là qui pensent qu'en étant souverain, on ne discutera plus et qu'on se débarrassera du FMI et de la Banque mondiale, je ne veux pas doucher leur ardeur, mais je veux leur dire qu'il y a encore du chemin à faire. Mais le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères rassure. Le Sénégal a posé ses propres conditions sans attendre ni le FMI ni la Banque mondiale. Pour redresser notre économie, nous avons pris des mesures en interne. Mais il fallait aussi diversifier nos sources de financement. Le retrait du Sénégal de la liste des pays les plus avancés paiement risque d'être compromis à cause des scandales financiers décelés par le rapport de la Cour des comptes d'après le ministre de l'intégration africaine. Yassine Fall a tenu ses propos ce vendredi à l'Assemblée nationale lors de l'examen des projets de loi 04, 06, 07 et 08 2025. Le Sénégal dispose ainsi de 3 ans pour apporter des correctifs à ces faits afin de convaincre l'Assemblée générale des Nations Unies. xam nga Nations Unies moom mooy xool chaque année dëkk yi ñu proposé ne diw dëkk sangam de war na nekk paiement. Vous savez, c'est l'Assemblée générale des Nations Unies qui évalue chaque année les pays qui remplissent les critères pour quitter la liste des pays les moins avancés. Quand cette Assemblée adoptait la résolution portant sur le retrait du Sénégal de la liste des pays les moins avancés, elle n'avait pas eu vent des scandales financiers. Cette situation risque vraiment de bouleverser les choses. Je tiens à rappeler que le Sénégal fait toujours partie des paiements parce que nous sommes dans la phase préparatoire qui prendra fin en 2029. L'évaluation sera faite à l'issue de cette période, au cours de laquelle nous devons apporter des correctifs sur certains points. loolu bu jeexee bu ñu évaluer bu dee li ñu fi war a joyanti yépp te moom rek loolu bare lool joyanti nañ ko xëy na Sénégal dina nekk donc. Un an après leur libération, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko restent au cœur de l'histoire politique du Sénégal. Le 14 mars 2024, leur sortie de prison, rendue possible par l'adoption d'une loi d'amnistie controversée, avait marqué un tournant décisif entre soulagement populaire, calculs politiques et espoir de renouveau. Retour sur cette soirée qui avait bouleversé le pays. Il y a un an, jour pour jour, le Sénégal a vécu l'un des moments les plus marquants de son histoire politique récente. Le 14 mars 2024, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, figures emblématiques de l'opposition, recouvraient la liberté après plusieurs mois de détention.
Mais cette libération n'était pas seulement un événement judiciaire. Elle était l'aboutissement d'un intense bras de fer politique marqué par un débat houleux autour de la loi d'amnistie. Dans les quartiers populaires comme aux abords du palais de justice, l'attente était palpable. Depuis plusieurs semaines, le projet de loi d'amnistie divise le pays. Porté par le pouvoir en place, il vise à tourner la page des violences politiques ayant secoué le pays depuis 2021. À l'Assemblée nationale, les débats ont été intenses. L'opposition et une partie de la société civile dénonçaient une loi taillée sur mesure pour désamorcer la crise à l'approche de la présidentielle. D'autres, cependant, y voyaient une nécessité pour pacifier le climat social. Finalement, après d'âpres négociations et sous la pression populaire, le texte a été adopté, ouvrant la voie à la libération des prisonniers politiques dont Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Lorsque la nouvelle tombe en début d'après-midi du 14 mars, un cri de soulagement parcourt les foules. Des scènes de liesse éclatent dans plusieurs villes du pays. Des cortèges spontanés envahissent les rues dans une atmosphère de victoire populaire. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, vêtus de boubous sobres, apparaissent devant les caméras, le regard grave mais déterminé. Leurs premiers mots sont à la fois un message d'apaisement et un appel à poursuivre le combat démocratique. Cette libération, fruit d'intenses tractations, marque un tournant, mais elle soulève aussi des interrogations. La loi d'amnistie a certes permis de relâcher les prisonniers politiques, mais elle a aussi effacé certaines responsabilités dans les violences passées. Pour d'autres, c'est une opportunité de repartir sur de nouvelles bases. Un an après, le 14 mars 2024 reste gravé dans la mémoire collective. Une date qui symbolise autant l'aboutissement d'un combat que le début d'un nouveau chapitre pour le Sénégal entre espoir démocratique et leçons du passé. Un an après l'arrivée du parti PASTEF au pouvoir, le Front pour la défense de la démocratie et de la République alerte sur la situation politique, économique et sociale du Sénégal. Selon la conférence des leaders, les atteintes à la démocratie et à l'état de droit se multiplient et installent au fil des jours une période bien sombre pour le pays. Le FDR dénonce le choix d'une loi interprétative de la loi d'amnistie qui risque de conduire inéluctablement le pays vers le chaos. Le FDR appelle à une mobilisation collective. Une mobilisation pour faire face au régime de Sonko Diomaye qu'il accuse de dérive autoritaire. Le Front de défense pour la démocratie dénonce une instrumentalisation de la justice à des fins politiques, estimant que cette pratique est devenue courante, les fondements même de l'état de droit et de l'égalité des citoyens devant la loi. Le Front cite le cas de Farba Ngom en prison, d'autres députés de l'opposition qui risquent de perdre leur immunité parlementaire sans qu'aucun dossier d'accusation solide ne soit, d'après lui, présenté à l'Assemblée nationale. L'ancien ministre des Transports Mansour Faye interdit de sortir du territoire ou encore d'activistes critiques du gouvernement traduits en justice et emprisonnés. Le FDR condamne ainsi un État qui, selon lui, semble donner la priorité à la persécution et à l'emprisonnement de ses opposants politiques comme pour assouvir un désir de vengeance ou de représailles. L'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, et ses camarades dénoncent aussi le choix d'une loi interpellative de la loi d'amnistie qui risque, selon eux, de conduire inéluctablement le pays vers le chaos. Car ces leaders de l'opposition estiment que cette proposition de loi interpellative, au lieu de donner des éclaircissements sur la loi, traduit la volonté manifeste du régime de mettre PASTEF hors de portée de la justice concernant les événements de 2021 à 2023. Elle nourrit le dessein fou de condamner l'État et les forces de défense et de sécurité et d'affaiblir durablement le pays après avoir mis par terre pratiquement toutes les institutions constitutionnelles. Face à cette situation, le FDR exige le retrait de la loi interpellative de la loi d'amnistie, la fin du harcèlement des opposants et l'ouverture véritable de concertation politique, conformément aux traditions démocratiques du Sénégal. Révision ordinaire des listes électorales, la DGE publie le premier rapport
mensuel. Avec cette nouvelle révolution de la Direction générale des élections, tout le monde a accès aux informations électorales. Pour ce premier rapport mensuel, 84 746 opérations ont été traitées sur toute l'étendue du territoire sénégalais, soit 62 701 inscriptions, 21 940 modifications pour 67 changements. La Direction générale des élections entre dans une nouvelle ère. Dans un souci de transparence, l'organe de contrôle a publié les chiffres des opérations liées à la révision ordinaire des listes électorales par région concernant le premier mois, février. Cette nouvelle orientation permet aux partis politiques, sociétés civiles, partenaires économiques, médias, étudiants entre autres, d'apprécier et d'analyser la situation électorale du pays. Sous nos yeux, calculs, graphiques et interprétations à la clé pour faciliter la compréhension. Ce premier rapport mensuel fait état de 84 746 opérations traitées sur toute l'étendue du territoire sénégalais, soit 62 701 inscriptions, 21 940 modifications pour 67 changements et 38 radiations. La région de Kolda arrive en tête avec 14% des opérations, suivies de Thiès avec 10%. Dakar, la capitale, au pied du podium, avec 9% des opérations. Pour rappel, cette révision dite ordinaire a lieu, sauf cas de force majeure ou de révision exceptionnelle en perspective, chaque année, du 1er février au 31 juillet inclus. Et ces opérations entrent dans le cadre de la mise à jour du fichier électoral qui se déroule sur une période de 6 mois, conformément aux dispositions du code électoral. Profitons de la signature du décret sur la pension des enseignants-chercheurs qui a été une vieille doléance du SAES, le syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation, brandit une série de revendications. Mbaïssa, le secrétaire général du syndicat, revient sur les revendications et menace d'aller en grève si rien n'est fait. Ñi ngi wax président de la République timit mu biral signature ñaari décret yi nga xam ne moom lañ war a jagleel les enseignants décisionnaires muy le décret 64-347 ak le décret 2006-392 te fan yële ñu génn gouvernement du Sénégal addu woon ne dañ koy modifier pour améliorer le statut des enseignants décisionnaires. Ensuite également ñi ngi waxaale le président de la République mu signé décret buy yóbbu âge retraite jàngalekat yi à 65. ci beneen fànn aussi ñi ngi interpeller le premier ministre sur le recrutement des 2000 enseignants. dañ ko waxee ba léegi ministère lancé processus bi ba léegi si nii kenn xamul fu recrutement jaar te li ci doy waar mooy ministère de l'éducation nationale bi mu lancé processus boobu dafa excluroon ci processus boobu ay candidats yu nga xam ne am nañ seen lijaasa ñu naan ko lay diplôme professionnel baare leen bunt bi ne du ngeen dugg te loolu tegu ko fenn. Autre colère, cette fois-ci, celle des femmes du collectif des agents en station d'activité au ministère des Mines. Elles dénoncent les actions entreprises par leur ministre de tutelle. Ces dernières accusent l'autorité de faire des dépenses facultatives pendant que leurs salaires sont confisqués et elles exigent le respect de leurs droits. Nous, femmes du collectif des agents en station d'activité au ministère des Mines, du pétrole et des mines, dénonce avec énergie les actions facultatives entreprises par le ministre Birame Souleye Diop au détriment des actions prioritaires. Nous avons constaté le 30 décembre 2024 et le 8 mars 2025, le ministre Birame Souleye Diop dépense des millions dans des hôtels 5 étoiles de luxe de la place pour célébrer Noël et la Journée internationale de la femme. Au même moment, nous, femmes, collectifs, licenciés, restons impuissants devant la confiscation de nos salaires et de nos fonds communs par le dire ministre. Célébrer la Journée de la femme, c'est bon, mais respecter ses droits, c'est encore mieux. Nous demandons au ministre de passer aux choses sérieuses qui lui imposent l'intégration des 44 agents et le paiement de leurs arriérés et éviter les dépenses budgétaires qui sont
des antipodes du Jubal Jubanchi. Rencontre de la Fédération des acteurs de la communication et de l'information du Sénégal ce vendredi. Ses membres ont décrypté la situation de crise profonde dans laquelle sont plongées les entreprises de presse privées au Sénégal et annoncé des solutions, des propos recueillis par Moussa Mané. Tout le monde pensait qu'avec l'arrivée de ce nouveau régime-là, le secteur des médias ne va plus connaître un certain nombre de difficultés. Malgré tout, on s'est rendu compte que la situation s'est beaucoup plus aggravée en fait, pour deux raisons. La première raison, c'est les mesures de répression économique. C'est comme ça qu'on nous les appelons. Parce que quand on coupe de façon unilatérale les contrats publicitaires, on suspend de façon unilatérale le paiement de la subvention annuelle d'appui au secteur des médias, sans aucune explication. Quand on refuse même de payer certaines prestations déjà effectuées par des entreprises de presse, tout cela participe à asphyxier le secteur. Pour quelles raisons? Allez savoir. Pèlerinage à la Mecque pour finir. Le ministre de l'intégration africaine et des Sénégalais de l'extérieur s'est prononcé sur la prolongation des opérations d'inscription des pèlerins pour l'édition 2025 du Hajj. Yassine Fall déplore ainsi les lenteurs observées dans les procédures d'enrôlement et invite les voyagistes privés à se conformer aux directives. Arabie Saoudite dafa tëral ren ay conditions yu xam ne yi conditions yu moo tax ministre du Hajj ñëw na fi. L'Arabie Saoudite a posé cette année de nouvelles conditions concernant les inscriptions. Nous n'avons plus le droit d'aller au-delà de la date limite. Beaucoup de voyagistes privés ont souvent ce problème. Ils veulent convoyer des pèlerins, mais ils n'ont pas les moyens nécessaires pour le faire. C'est la raison pour laquelle ils cherchent souvent à gagner du temps avant de s'inscrire sur la plateforme. J'étais en Arabie Saoudite pour prendre part à la réunion de l'OCI. J'ai tenté de négocier avec les autorités saoudiennes pour qu'elles permettent aux retardataires de s'inscrire sur la plateforme. J'ai même donné hier un ultimatum à des voyagistes en leur intimant l'ordre de remplir les conditions requises parce que nous ne pouvons pas tout le temps demander une prolongation. Remplir ces conditions pour ngeen finaliser parce que mënuñu dëkk ci ñaan pour ñu wax extension té mu am ñoo xam ne ba tey dañu remplirul conditions. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de votre attention. Bonne suite des programmes sur la 7 TV. Bon week-end. Au revoir. Aïcha, l'antenne est à vous. Merci beaucoup, Aram. Bon week-end. On se retrouve à lundi. Inch'Allah. Merci à Aram, merci à vous aussi, amis téléspectateurs. Ça a été un immense plaisir de vous servir durant toute la semaine. Jaajëfal toute l'équipe de Bondogu. Jaajëfal leen yéen itam ci seen kóoluteef ak ànd ngeen ànd ak suñu programme 21h30. Ce sera le grand plateau Ramadan Show. Bu leen ko fàtte benn yoon. Ma remercier Viviane Couture pour la tenue. Merci à vous. Ba altine Inch'Allah. Jaa ngeen jëf.